Yo! Allez, on se retrouve ce matin pour commencer notre 22e jour de traversée. On reprend la route. Donc du coup ce matin, j'ai quitté la ville de Florac où j'ai fait donc ma pause hier. Bon mais c'était bien sympa, j'ai pu me reposer, ravitailler comme d'habitude. J'en ai profité, c'était cool, il y avait la poste d'ouverte donc j'ai pu également renvoyer quelques cartes que j'avais terminées là pour m'alléger un petit peu. Et donc on reprend la route ce matin. Donc au niveau itinéraire, j'ai quitté cette fois-ci le chemin de Stevenson en fait, qui continue en direction de Saint-Jean-du-Gard. Et j'ai emprunté un super joli sentier non balisé là, un vieux sentier là, bordé de murs en pierre sèche là, qui montait dans les bois, pour récupérer ce chemin. Et l'objectif, eh bien aujourd'hui, c'est de monter sur le Cosseméjean que l'on voit là-haut, avec ses falaises et ses belles tours rocheuses. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on sera là-haut, on va récupérer un nouveau GRP qui est le tour du Cosseméjean, sans surprise, que l'on va suivre une bonne partie de la journée. Allez, en piste! Bon, j'approche du petit hameau de Croupillac. Alors vraiment ce sentier là qui monte tranquillement là sur le Cos, il est superbe. C'est une alternance de prairies sèches, de sous-bois là un peu humides et frais, avec de la mousse partout, enfin c'est superbe. En plus là ouais effectivement il y a une pause un peu dans la montée, là il y a toute une partie bien à plat là, ou plat montant.
qui est super agréable là pour marcher. Vraiment magnifique là. C'est qu'il reste encore un peu de dénivelé là pour aller au-dessus de ces falaises. Donc ouais, après Croupillac, ça va bien grimper. Là, ce roc là-haut, c'est un métalleux. Allez, ça grimpe, ça grimpe. On arrive bientôt au niveau des tours rocheuses. Donc on est bientôt sur le Causse. Allez, dernier mètre d'ascension. Bon, du coup tout à l'heure je me suis fait avoir. En fait c'était un faux col. C'était une barre rocheuse intermédiaire. Il fallait encore grimper un petit peu pour être sur le Causse. Donc là on y est bientôt ce coup-ci. Et alors là la vue c'est bien dégagée là vers le nord-est. Donc du coup en bas il y a la vallée du Tarnon qui coule donc jusqu'à Florac. Et ensuite donc derrière il y a toute la crête du Bougès qu'on a descendu avant-hier avec tout en haut le signal du Bougès. Et du coup on reconnaît bien les alpages d'un côté et la forêt de hêtres là qui était si jolie de l'autre. Et ensuite plus sur la gauche à l'horizon, c'est toute la crête du Mont Lozère là, qui se redécouvre à nouveau maintenant qu'on est un petit peu monté en altitude. Donc voilà, à nouveau on voit un petit peu le parcours qu'on a fait les jours précédents. Allez, on a encore des belles tours rocheuses. On est bientôt en haut ce coup-ci. Et il y a de très belles fleurs violettes là dans les rochers. Il me semble que ce sont des astères. Bon, je suis pas sûr à 100%, il faudra que je vérifie plus tard. En tout cas, ça y ressemble bien. Et ça y est, on a rattrapé le tour du Causse-Méjean. Nous voici à nouveau sur un GR. Bon, comme d'hab, du coup, je débarque venant de n'importe où à n'importe quelle heure. Donc je sais pas si je vais voir beaucoup de monde. Mais bon. En tout cas vraiment ouais, ce sentier là de la montée là par le hameau de Croupillac, vraiment excellent. Je me suis régalé. Je vous le conseille si vous voulez si vous passez par là parce que c'est magnifique. Vraiment. Bon sûrement que tous les sentiers qui montent sur le Méjean doivent être beaux. Hein. Mais bon en tout cas celui-là qui n'est pas forcément très connu puisque c'est pas un GR. Il est très très beau donc je vous le conseille si vous passez par là. Ah, c'est fou parce que là on a les prairies sèches toutes plates et tout ça et d'un coup paf ça tombe raide sur la vallée. On a un superbe panorama du coup là du Mont Lozère, Bougès et jusqu'aux Cévennes là vers le sud. Là-bas ça doit certainement être le Montégoal vers lequel on va se diriger les prochains jours. Et là tout le plateau que l'on va arpenter aujourd'hui. Allez c'est parti. Alors on est sorti de la forêt là et on se retrouve au cœur du plateau, au cœur du Causse-Méjean là, c'est super beau. Il y a des hameaux perdus là qu'on va certainement traverser, parce qu'on va faire toute une boucle en fait autour du mont Gargot qui est là, qui est peut-être le sommet du Causse d'ailleurs, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est une des plus hautes montagnes là des environs. Voilà c'est beau. Et je voulais vous partager une petite réflexion aussi là aujourd'hui sur le chemin de Stevenson là que j'ai parcouru donc du coup les quelques derniers jours.
Bon, il y avait très peu de personnes de ma génération, hein, c'était surtout des groupes de retraités. Et la plupart, quasiment tous, utilisaient le service de la malle postale. Alors qu'est-ce que c'est ce truc? Moi je connaissais pas trop en fait avant. En fait tu peux te faire porter les bagages en fait de gîte en gîte quand tu fais des randos en itinérance comme ça. Donc tu as carrément une camionnette qui te suit et qui t'amène carrément ta valise en fait d'un gîte à l'autre, et toi tu fais tes étapes de Stevenson ou de Compostelle ou quoi que ce soit avec un sac de journée. Alors je suis très partagé sur ce truc là parce que je vais commencer par la partie nuancée de mon discours. En fait, pour des gens en fait qui approchent 70 ans ou qui les ont dépassés, voilà, des gens qui ont toujours randonné, etc. et qui ont encore la capacité de marcher, tout ça, et je trouve c'est à la limite c'est bien, parce que c'est vrai que quand tu vois des papis ou des mamies qui marchent encore sur les chemins et tout, bah, c'est beau à voir. Et bon ben voilà, s'ils peuvent effectivement avoir une petite aide ben voilà, pour profiter à fond de leurs dernières années où ils peuvent faire ça, bon pourquoi pas. Mais souvent quand même, j'ai souvent vu des gens de 40, 50 ans qui étaient relativement en forme, hein, tout ça, etc., qui utilisaient ce service là. Et là je trouve que c'est quand même un petit peu abusé, parce que bon, je vous raconte pas écologiquement parlant, vous imaginez le nombre de camionnettes qu'il faut aller amener des bagages tous les jours de tous les villages étapes au suivant, etc. Enfin, c'est ultra inefficace quoi. Enfin, il faut faire des trucs partout, surtout qu'il y a des gîtes des fois qui sont un peu excentrés, tout ça. Et en plus de ça, il y a une dame là dans un des gîtes là avec qui on parlait de ça, et elle me disait qu'en plus il y a plusieurs compagnies en fait concurrentes sur ce truc là, et donc au lieu de travailler en coopération en se répartissant de manière géographique par exemple, ben non, elles sont en pure concurrence, ce qui fait que des fois tu as juste une camionnette qui fait 20 bornes pour aller récupérer une valise, alors que tu en as une autre qui est passée pour récupérer les 15 autres. Donc bref, c'est en termes écologiques et tout ça de transport, ça dénature complètement ben voilà, le principe de la rando, où c'est justement un des moyens les plus écologiques, parce que ben, tu marches et tu as ta maison avec toi, quoi. Donc voilà, je trouve ça un petit peu abusé. Et pour élargir un petit peu, en fait à mon sens, c'est plus sain en fait d'accepter d'avoir des limitations et de ne pas pouvoir faire quelque chose, plutôt que de vouloir le contourner à tout prix. Par exemple, j'ai souvent vu des gens qui me disaient, des gens vraiment en forme, hein, assez jeunes quoi, qui me disaient: oh cette année j'ai mal au dos, du coup j'ai fait de la malle postale. Ben non, à un moment donné, si tu as mal au dos, tu fais pas de rando en itinérance, tu te fais une année tranquille, tu fais autre chose comme activité, et puis tu soignes ton dos, et puis l'année prochaine tu reprends un sac à dos. Et c'est toujours, en fait, on veut toujours essayer de contourner nos limitations, etc., alors que je pense que c'est mieux de les accepter. Je prends un autre exemple. Moi par exemple, je n'ai jamais fait d'escalade de ma vie, je me suis jamais encordé. Et par exemple, imaginez que je voudrais gravir un pic dans les Pyrénées qui n'est accessible qu'en escalade. Ben, c'est comme si je disais, bon ben en fait, moi j'ai une limitation, je sais pas faire d'escalade, mais en fait, je m'en fous, je vais appeler un hélicoptère qui va me monter au sommet, et comme ça je pourrais dire j'ai fait le pic. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Ben non, il faut dire, ben, je sais pas faire ça. Ce n'est pas dans mes capacités, il faut accepter que je ne gravirai jamais cette montagne. Ou alors, on dit, ben, on se bouge le cul, j'apprends l'escalade, et peut-être qu'un jour j'y monterai. Voilà, on veut toujours en fait essayer d'avoir toujours plus de confort, toujours plus de facilité, contourner nos limitations au lieu de les accepter. Et voilà, je trouve que de ce côté-là, c'est un petit peu abusé, quoi. Puis en plus, voilà, c'est des grosses valises en plus, donc j'ai déjà eu la scène le soir, où c'est tout un cinéma en fait, les gens ils déballent leurs grosses valises et puis c'est toute une histoire pour dire alors ah ça je sais pas, je le prends ou je le laisse dans la valise, oh machin au truc et tout, ça dure 1 heure quoi pour répartir correctement entre le sac et la valise. Et qui plus est, en plus le service de malle postale, ben, c'est de gîte en gîte. Donc ça en plus, c'est des gens qui vont de gîte en gîte. Donc déjà, quand tu as un toit tous les soirs et que tu campes jamais, tu as déjà un stack ultra allégé quoi. Enfin, surtout qu'en plus, bon, si tu as le repas tous les soirs, que tu as le pique-nique, je vois pas ce que tu mets dans ta valise en plus dans la camionnette, hein, honnêtement. Hein. Donc bon, c'est pour ça que voilà, je suis assez partagé sur ça.
Je trouve que ça dénature complètement pour les gens. À un moment donné, voilà, si tu es en forme, si tu n'es pas capable de porter 5 ou 6 kilos sur ton dos, tu fais pas de la rando en itinérance en fait, tout simplement. Tu vas pas aller faire déplacer des camionnettes dans des beaux pays comme ça, aller polluer les routes pour faire amener ta valise, quoi. C'est à l'opposé en fait, je trouve, de l'esprit de la rando, quoi. Donc bon, voilà, c'était une petite réflexion sur ça. Et en plus de ça, pour couronner le tout, c'est vrai qu'en plus tous ces groupes là, ils réservent des gîtes 6 mois avant. Donc en fait c'est souvent plein en fait. Donc en fait c'est un peu injuste quelque part, parce que toi quand tu campes etc, que tu essaies de le faire un petit peu en autonomie tout ça, de temps en temps tu as bien envie d'avoir un toit etc. Mais pour toi il reste plus rien, il n'y a plus de place etc, quoi. Donc quand tu as une place, tu te dis putain, j'ai réussi à avoir la dernière place, et à côté de ça tu as des gens qui ont des repas tous les soirs, un toit tous les soirs, et en plus qui se traînent des valises, quoi, en camionnette, quoi. Que toi tu as 20 kilos sur le dos, et le jour où tu veux t'accorder un petit gîte et tout pour avoir un bon repas, bien dormir et voir du monde, t'as plus de place, quoi. Donc c'est dommage en fait aussi que les gîtes, tout ça, aient perdu un petit peu cette notion d'accueil spontané. C'est dommage par exemple qu'ils aient pas systématiquement 4 ou 5 places, ou même à la limite des emplacements, hein, je ne parle même pas de lit ou quoi, juste une banquette à l'abri ou quoi que ce soit, pour les randonneurs de passage. Des places qui seraient non réservables en fait. C'est-à-dire que tu arrives, premier arrivé, premier servi, tu as une partie réservable, voilà, pour les groupes et tout, et une partie non réservable pour vraiment les gens de passage en itinérance pure. Et ça serait vraiment top, parce que du coup, en faisant ce genre de voyage, on pourrait vraiment aller de village en village sans jamais réserver quoi que ce soit, vraiment de manière libre. Et le jour où on veut se faire un gîte, voilà, on toque à la porte et puis on va au grenier ou dans la petite place qui nous va, quoi. Parce qu'en plus, souvent, c'est pas forcément un lit ou un repas qu'on recherche, c'est juste un abri. Juste un abri, même dehors, avec une table à l'abri pour manger et tout ça. Mais vous imaginez pas le confort que c'est déjà. Ça permet de manger à l'abri, ça permet de dormir pas sous la pluie et démonter le camp au sec. Ça change tout déjà. Mais rien que ça en fait ça n'existe pas, c'est soit tout soit rien, quoi. Soit tu réserves le truc un peu de luxe tout ça, ou soit t'as rien, quoi. Donc c'est un peu dommage. Bon voilà, c'était une petite réflexion sur ça. Bon en tout cas aujourd'hui il n'y a pas de souci parce que il fait super beau. On a un ciel bleu pur. La lumière est très belle en plus comparée aux jours précédents. On voit loin. Donc c'est magnifique. Ah ouais, là vraiment on a des décors là somptueux. Des prairies sèches, des forêts de sapins. Puis c'est ce relief là vallonné, c'est vraiment trop beau. Allez, je m'arrête là pour cette petite réflexion sur la malle postale. C'est sûr que moi la malle elle est pas postale, elle est plutôt dorsale, mais enfin bon. Bon, encore une fois, c'est mon point de vue de maintenant. Peut-être que quand je vieillirai je changerai d'avis. Mais bon, je suis plutôt partisan de dire, quand je pourrai plus porter 15 ou 20 kilos sur le dos, et l'itinérance en bivouac ce sera fini pour moi. Effectivement c'est toujours difficile en fait, de devoir se dire à cause de blessures, de l'âge ou quoi que ce soit, de ne plus pouvoir faire une activité sportive ou autre que l'on faisait avant. Mais je pense encore une fois que c'est plus sain de l'accepter et de trouver des activités autres et accepter, voilà, qu'on ne peut plus faire certaines choses que l'on faisait plus jeune ou qu'on faisait avant. Et le jour encore au pire où je pourrais plus porter presque un sac à dos du tout ou quoi que ce soit, on ne fera plus de l'itinérance, on fera des randonnées en étoile en partant d'un point sur la journée, etc. pour quand même toujours profiter de la nature, mais avec nos capacités physiques du moment. Pour l'instant je serai plus dans cette optique là de dire essayons de nous accepter comme nous sommes. Voilà, le fait d'avoir fait ça déjà à l'époque, etc., c'est déjà très bien. Ensuite, voilà, il y a un temps pour tout. À mon avis, il faut savoir accepter ça, même si c'est pas facile. En tout cas, c'est mon point de vue de maintenant. Allez, je conclue là-dessus. Là, on est vraiment au cœur du Causse, là. On a quitté le bord du plateau. On s'est vraiment enfoncé là au milieu là, du Causse. C'est vraiment beau là.
On a retrouvé à nouveau les grands espaces, les grandes prairies, les grands alpages. Et ben ce sera d'ailleurs un des derniers cosses que l'on va traverser, enfin un des derniers grands plateaux, puisqu'après les Cévennes, voilà, c'est beaucoup plus accidenté. Et jusqu'à la fin, en fait, hein, ce sera du relief beaucoup plus marqué, je pense. Donc, mais honnêtement, on a vraiment la meilleure journée, je pense, pour traverser ça, parce que on sent bien qu'ici, l'été, il doit faire vraiment le cagnard, quoi. Enfin, c'est sec, il n'y a pas un ruisseau, il n'y a rien du tout. Que là, certes, il fait très beau, le soleil est assez chaud, mais le vent est frais. Donc c'est vraiment impeccable pour marcher, honnêtement. C'est super agréable, donc on a vraiment de la chance. Et nous arrivons sur le petit village de Crogarnon, perdu au milieu du Cosméjean. Je voulais juste nuancer un petit peu ben voilà ce que j'ai dit ce matin à propos de la malle postale. Du coup, mon propos était vraiment centré sur le service en lui-même, hein, pas sur les gens qui l'utilisent. Hein. Voilà, je veux juste préciser ça parce que, ben, au contraire, en fait, hein, tous les gens que j'ai rencontrés là ces derniers jours, ben, en gîte, avec qui j'ai partagé un repas ou quoi que ce soit, voilà, que ce soit des gens retraités, des groupes ou peu importe, ils étaient tous super sympas et c'était des très belles rencontres. Ouais. Eux, ils étaient contents d'ailleurs de voir un petit jeune justement qui faisait un parcours un petit peu différent, donc on a beaucoup discuté. Puis en plus, voilà, ces gens retraités qui font des randos tout ça en groupe, ils ont voyagé partout. Enfin, tu les écoutes, ils ont presque tout fait. Certains ont fait aussi la traversée des Pyrénées, ils ont fait tous les plaines de GR et tout, donc c'est trop bien, quoi. Ça donne envie. Donc ça, c'est vraiment super. Bon, voilà, je voulais juste préciser ça, un malle postal ou pas, peu importe, hein. Les gens ils font ce qu'ils veulent, voilà. C'était vraiment une réflexion sur le service en lui-même, quoi, qui moi me dérange un petit peu. En tout cas, j'espère qu'avec ces petits reportages, je vous aurai prouvé que, en tout cas, le Massif central c'est tout aussi beau à traverser et que ça vaut vraiment le coup. Et que ben, quand on a une météo pas forcément très clémente et tout ça, ben, c'est tout aussi dur à traverser que les Pyrénées ou les Alpes. Pas forcément évidemment pour les dénivelés et pour le relief, le côté escarpé des choses, mais comme on a pu déjà en parler, ben, le fait de traverser des zones reculées, le fait de faire un itinéraire qui n'est pas décrit, qui n'est pas trop parcouru par la foule, la solitude, etc. Tout ça font que ben voilà, c'est pas la même difficulté, mais c'est tout aussi dur de traverser le Massif central que de traverser les Pyrénées ou autres, même si d'un point de vue extérieur, c'est sûr que quand tu dis que tu as traversé le Massif central, bof, ouais bon, c'est facile pour toi, tu as déjà fait les Pyrénées. C'est un peu souvent parce qu'on résume une traversée uniquement à son relief ou voilà, à sa géographie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a loin d'avoir que de ça. Et j'espère qu'à travers ce petit reportage, ben voilà, je vous aurai transmis un petit peu toutes les émotions qu'il peut y avoir, en plus justement des chiffres, des kilomètres, du relief, tout ça. Et que ça va beaucoup plus loin. Et qu'on a autant de sensations, quelle que soit la traversée qu'on fait, en fait, à partir du moment où on fait de la marche sur de la longue distance comme ça, ben, c'est vraiment une expérience unique, quel que soit le relief, quelle que soit la géographie et où qu'on aille. Et alors tout au bout là, on verra pas à l'image parce que c'est trop loin, on revoit le truc de Fortunio du coup. Un peu plus en face là, maintenant qu'on a fait un peu le détour vers l'est, on revoit l'antenne et tout là-haut. Ça c'est dingue. Et ouais.
Ah, on a bien grapahuté encore ces jours-ci. Dis donc. Et là, au bord du chemin, je suis tombé sur des carlines. Des espèces de chardons secs là au sol. Typiques des climats secs du Causse. Ah, là, on traverse des décors avec ces étendues de prairies sèches parsemées de rochers. C'est super beau là. Il n'y a toujours pas un nuage à l'horizon là, à part quelques petits cirrus. Mais on a vraiment de la chance aujourd'hui. C'est dingue là, les marguerites ou les camomilles là, je sais pas trop ce que c'est. Ça, elles ont poussé uniquement à l'intérieur des barrières. Alors, soit c'est fait exprès, ça a été planté, mais j'y crois pas trop. Ou soit c'est vraiment, mais alors pile poil. Là, tu vois la bordure là, blanche, c'est les marguerites privées quoi. Allez, et là il y a une longue ligne droite qui s'en va jusque là-haut. En tout cas, je suis épaté en parlant de fleurs, de la diversité de flore qu'il y a sur ce Causse, en tout cas cette saison. Parce que c'est vrai que c'est tellement sec, il y a... Bon, peut-être dans ces creux là, c'est peut-être un peu humide. Mais sinon là, sur ces pentes là, c'est ultra sec, il n'y a pas de ruisseau, il n'y a rien du tout. Et c'est vrai qu'il y a une diversité de plantes. Il y a donc des marguerites, je suppose. Il y a des astères, des bleuets, des coquelicots. Il y a des primevères. Il y a plein de choses. Et tu te demandes comment tout ça arrive à pousser ici. Sachant qu'il y a a priori aucune source d'eau à part la pluie. Donc ouais, c'est quand même de la végétation qui est robuste à la sécheresse. Bon, après là on est en fin de printemps, donc c'est sûr que si on revenait en fin août ici, je pense pas que ce soit aussi fleuri. Ça doit être tout cramé au contraire. Mais en tout cas là, ouais, je suis assez épaté de la diversité des fleurs qu'il y a. Allez, j'arrive au petit hameau de Villeneuve sur le Causse Méjean. Ah, les décors sont absolument magnifiques. Là on est sur le bord du plateau là. C'est trop beau là. Avec là les Cévennes, le Montégoal et tout. Et alors, je sais pas, peut-être que je dis une grosse connerie, mais alors tout au bout à l'horizon là, dans cette direction, vers l'est, il y a un grand mont là, à l'horizon. Et je me demande si c'est pas le mont Ventoux. Bon, je suis pas du tout sûr parce que c'est tellement loin, mais ça y ressemble parce que c'est vraiment très, très élevé, très, très loin. Donc c'est possible. Enfin voilà, il y a toujours c'est vraiment la plus belle journée de toute la traversée. Il y a un ciel bleu, il n'y a pas de nuages, c'est exceptionnel. Bon, sinon du coup, ben voilà, je vais avoir une fin d'étape un petit peu particulière parce que en fait j'ai une connaissance qui est de passage dans le coin là. Et du coup, ben, vu qu'à Villeneuve il y a une petite route qui monte là, ben voilà, on va venir me récupérer pour passer la soirée ensemble. Donc ça c'est cool, voilà, c'est quelqu'un qui est en caravane là et qui connaît une autre personne là qui a un terrain de dispo là au village en bas. Donc ben, moi je vais pouvoir camper et puis voilà, on va pouvoir passer la soirée ensemble, c'est top. C'est vraiment sympa ça, ouais, sur ce genre de longue traversée, quand on peut retrouver un petit peu par hasard des gens qu'on connaît parce qu'ils habitent par là ou quoi, ça fait toujours plaisir, c'est assez rare. Donc voilà, du coup ben, fin d'étape à Villeneuve pour moi. Et ben, du coup ben, on reprendra ici même demain matin pour la suite de la traversée. La suite du Méjean, suite et fin du Méjean et peut-être début des Cévennes. Allez, à demain, ciao! Yo!
Allez, on se retrouve ce matin pour le 23e jour de marche. Du coup, hier soir, voilà, j'étais au village en bas, là j'ai pu camper et passer la soirée avec la personne là que je connaissais, c'était super sympa. Donc je repars ce matin du petit hameau de Villeneuve où je suis arrivé hier après-midi. Et aujourd'hui le temps est gris, là il faisait quelques gouttes ce matin là, quand j'ai plié le camp. Mais en fait aujourd'hui je vais faire une toute petite journée je pense. Parce qu'en fait, alors on pourrait gagner un jour hein, par rapport à mon découpage, hein, mais là c'est particulier. En fait, la prochaine grande ville là que je vais traverser, c'est Le Vigan, dans le département du Gard. Et j'ai un colis de ravitaillement qui doit y arriver. Et dans ces cas-là, je prends toujours un jour de pause, en fait, le temps d'aller à la poste, etc. Tout ça, tranquille. Et sauf que là, en fait, si je mets 2 jours pour y arriver, là, si je marche normalement, du coup, mon jour de pause sera un dimanche. Et du coup, tout sera fermé, donc pas très pratique. Du coup, en fait, voilà, je vais tout simplement ralentir, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, je vais profiter du Cosméjean parce que c'est super beau, etc. Et là, j'approche là ce matin du chaos de Nîmes-le-Vieux. Là, c'est un ensemble rocheux, je pense, où il y a des trucs sympas à voir. Il y a un petit sentier de découverte, etc. Tout ça. Il y a un gîte d'étape aussi. Donc on verra si jamais effectivement il pleut et tout ça. Voilà, si jamais il y a de la place, peut-être je prendrai le gîte d'étape pour dormir au sec et pouvoir repartir demain plus facilement. Donc voilà, aujourd'hui ça va être toute petite journée, tranquille, voilà, pour profiter de ces magnifiques paysages du Cos, pour pouvoir après voilà, rallier le Vigan en 2 étapes certainement. Donc voici le programme. Aujourd'hui petite journée tranquille, et puis ensuite direction les Cévennes à partir de demain. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui il n'y aura pas grand chose, hein, je vais pas beaucoup filmer puisque je vais très peu avancer. Mais voilà, ce sera quand même un petit jour de traversée. On aura un tout petit peu avancé. Allez, c'est parti.